Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société Adinvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Je m'appelle Carla Decollière et je suis Community Manager chez Adinvest International et aujourd'hui je serai l'animatrice de ce podcast. Pour cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Éric Baronne, l'homme le plus rapide au monde sur un vélo en roulant à 227,720 km/h sur neige, réalisé en mars 2017 sur la fameuse piste de kilomètres lancée de Vars, qui est une station de ski dans les Hautes-Alpes. Champion du monde de VTT de descente, Éric est aussi détenteur de 13 records du monde sur terre et sur neige. Lors de son ultime tentative de record du monde sur terre, en 2002, Éric a rencontré des limites de son vélo prototype qui s'est rompu à la compression au bas de la pente, juste 3 mètres après les cellules de chronométrage. Record battu, mais à l'instant T, la question était plus pour la team de tout faire pour sauver Éric, où personne ne connaissait les dégâts causés par cet accident dû à un matériel défectueux. En effet, un défaut de fabrication du vélo qui a fait subir à Éric bon nombre d'arrachements musculaires, plus des fractures et une perte de mémoire décalée avec le temps. Bonjour Eric. Bonjour. Donc j'aimerais que vous vous présentiez en nous expliquant du coup votre parcours et à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans le vélo de neige et de terre. Vous l'avez très bien, vous m'avez très bien présenté, hein. Donc, je m'appelle Eric Baronne. Moi, j'ai commencé le VTT à 34 ans. Avant, j'étais déjà cascadeur dans le professionnel. En fait, j'avais deux métiers, à la fois dans le bâtiment, couvreur zingueur et cascadeur professionnel, parce que les cascades, c'est plus du freelance que du travail récurrent. Ou- Et puis, après, j'ai découvert VTT en 94 et je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à faire quelques compétitions de descente l'été avec des virages dans les bois. Et en fait, je me suis retrouvé en catégorie, parce que j'étais déjà vieux à l'époque, quand tout le monde arrêtait, moi je commençais le vélo. Donc, je me suis retrouvé en catégorie master, c'est-à-dire plus de 30 ans, à représenter la France pour le championnat de France, Europe et Monde, que j'ai gagné. Ça me mettait dans les 10 meilleurs au scratch, malgré tout. Donc, c'était une belle performance après 8 courses seulement en compétition. Puis après, j'ai décidé, parce que ma philosophie de vie était avancée avec l'âge que j'avais, déjà à l'époque, de partir faire du vélo où personne ne va faire du vélo. Donc, j'ai commencé à aller sur des pentes enneigées et compliqué parce que c'est pas toujours autorisé, puis il faut des neiges dures, donc il faut sur en station de ski. Puis de ces pentes enneigées, faire des départs à 45 degrés, c'est compliqué. Donc, on va dire à 100% de pente, c'est compliqué de monter sur un vélo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller sur les volcans comme les configurations de pente sont un peu les mêmes, plus facile à monter parce que ça glisse pas, et puis voir ce qui se passe. Puis de fil en aiguille, j'ai monté des aventures et des projets dans le monde entier, dans plusieurs pays du monde, sur les volcans. J'ai fait donc le Mexique, j'ai fait Hawaï, j'ai fait Japon, j'ai fait le Nicaragua. Enfin, j'ai fait plusieurs fois l'Hawaï, deux fois de suite sur le tour du Pacifique. Et puis, pour faire à la fois des records du monde de vitesse sur Terre et en même temps un reportage sur le pays. C'était toujours le prétexte du record du monde faisait qu'on faisait autre chose en même temps. C'était important pour moi. Et puis, de fil en aiguille, en parallèle, je montais des projets de record du monde sur neige, que c'est quand même plus violent et plus significatif en termes de vitesse. Parce qu'un volcan, ça ira toujours moins vite parce que trouver une pente d'1 kilomètre de long avec un plat naturel, c'est pas facile à trouver. Donc, J'imagine. sur neige, c'est différent. Ça se passe sur les pistes de ski de vitesse. Les pistes sont préparées par les dameuses. Donc, la piste la plus rapide au monde, il y en avait deux avant. Elles étaient en France, c'était les Arcs, qui ont été une piste de ski de vitesse qui a été créée pour les JO de 1992, je crois. Et après, tu as la piste de Vars qui a pris le dessus et les arcs enfermés. Et Vars est vraiment plus raide, plus engagé comme piste. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai évolué jusqu'en 2017. Ok, ça marche. Et à quel moment vous décidez, en parallèle de vos records, de vous lancer dans le développement d'une discipline qui sera présente au championnat du monde de 2024 et de vous réorienter, si je puis dire, dans l'événementiel, car c'est vous ainsi que toute votre équipe qui êtes en charge de toute l'organisation de ces championnats. En fait, l'Alpine Snowbike, donc la nouvelle discipline de vélo sur neige qui s'appelle Snowbike, n'a pas de championnat pour l'instant, hein. L'amalgame avec le championnat du monde 2024, il n'y en a pas. Pour l'instant, la discipline a été fondée par moi-même en 2018, dans l'idée, parce qu'après, en 2017, après mon dernier record du monde, je me suis dit, je suis seul au monde à partir du sommet de la montagne, c'est compliqué, c'est pas simple. Donc, une personne sur 7 milliards d'habitants, 8 maintenant, c'est pas banal. Donc, je me suis dit, autant accompagner celui qui voudrait battre mon record du monde, parce que tous les records sont faits pour être battus. Et j'ai monté un projet de détection avec des événements en vélo sur neige avec virage.
pour détecter mon remplaçant pour la vitesse, voir si quelqu'un se débrouillait bien en vélo déjà pour commencer sur neige, avec d'abord le bon ressenti du feeling, à la fois de la glisse et du grip. Et de fil en aiguille, bien sûr, j'ai trouvé mes prétendants qui ont laissé tomber le projet de record du monde parce que c'est des projets compliqués à mener. C'est pas uniquement démarrer du sommet, c'est avec un vélo spécial qui est plus une Formule 1 qu'un vélo, quelque part un petit peu. C'est comme si on transformait une voiture de tourisme en Formule 1. C'est pareil, aujourd'hui, on roule sur des vélos de série, des VTT normaux. Pour le transformer en Formule 1, c'est du gros travail. Équipe engineering, tout ça. Donc, ils ont laissé tomber. Puis moi, je me suis dit, tiens, ces événements avec virage, c'est intéressant. Donc, c'est l'ADN de la discipline, qui aujourd'hui s'appelle Snowbike, qui a été approuvé en 2018 par l'UCI, la Maison mondiale du cyclisme, soutenu par la Fédération française de cyclisme. En 2019, j'ai organisé plusieurs événements officieux. En 2020-2021, il y a eu le Covid. Cet hiver-là, on a la crise énergétique, ce qui fait que, au lieu d'avoir 4 événements, j'en ai un, peut-être deux, ça dépend des sponsors qu'il va y avoir. Mais on est sur quelque chose qui est une discipline vraiment réelle, télégénique, qui, je pense, et l'UCI pense aussi, donc l'UCI, c'est l'Union Cycling Internationale, c'est la Maison mondiale du cyclisme, l'équivalent de la FIFA en football, on peut en parler aujourd'hui parce que la Coupe du Monde est récente, voit très bien cette discipline, voit très bien se développer une Coupe du Monde, un circuit mondial, avec un championnat du monde de cette discipline qui aurait plusieurs activités, à la fois descente, comment ski alpin, descente, super G. Il peut y avoir du biathlon, il peut y avoir du four cross, enfin, il y a plusieurs activités dans la discipline snowbike et aussi une vision olympique parce que c'est vrai que dans 10-15 ans, pourquoi pas avoir le premier sport mécanique sans moteur qui va faire du bruit, moi je pense, c'est au JO dans 10-15 ans, quoi. C'est aussi spectaculaire que le ski alpin. C'est assez fin en pilotage, mais il faut une neige très dure, donc il y a beaucoup de contraintes en termes de dommages, préparation de piste. Mais en suivant un circuit mondial de ski où les pistes de ski sont préparées avec certaines contraintes aussi, ça peut faire le joint, je pense. Ok. Et j'ai une question là qui me vient. Comment est-ce que ça se passe la création d'une... Oui, voilà. Ah ouais, il faut toujours un pionnier. Un pionnier, c'est essuie les plâtres. C'est-à-dire, ça galère, ça rame. Donc, moi, je me présente, c'est moi le pionnier. Je rame beaucoup. Mais aujourd'hui, la discipline est fondée. J'ai organisé le premier championnat de France de descente à Pralou, donc en mars dernier. Donc, je suis quand même fier d'avoir fondé une discipline et créé le premier événement planétaire, quelque part un petit peu, qui a permis de remettre le premier maillot de Fédération française de cyclisme de champion de France, hommes et Ok. femmes. C'est chouette. Aujourd'hui, je veux aller plus loin. Après, il faut du soutien. Donc, c'est toujours pareil. Il faut du temps, il faut de l'argent. Et avec de l'argent, on pourra faire les choses bien. Oui, évidemment. Ok. Et j'ai également vu par rapport à votre site et votre LinkedIn que vous donniez des conférences et que vous faites un peu de coaching. Pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine? Disons que la conférence, ça fait longtemps que je fais ça parce que c'est mon premier vecteur économique aujourd'hui, hein. C'est grâce à ça que je vis, conférence et coaching. Je suis préparateur physique. J'ai fait 30 ans que j'ai un diplôme de préparation physique et sportive. Et après mon accident de la vie, ma reconstruction, j'ai compris que l'être humain avait un gros potentiel, mais on ne savait pas trop utiliser. Comment faire? Donc, j'ai approche tout doucement une approche méthodique d'un mode de vie. Aujourd'hui, j'exprime en conférence que la performance humaine est avant tout liée à être bien dans ses baskets, quoi, être bien physiquement et mentalement. Ça ne marche pas sans ça. Donc, il y a toujours un lien quelque part. Mais mes conférences, elles portent surtout sur la cohésion des équipes, l'engagement, la confiance, surtout parce que la confiance, on peut être dans la performance, mais on ne peut pas être dans la performance longtemps si on n'a pas la confiance. D'abord, avant tout, Oui. c'est la fondation pour moi d'une équipe, c'est la confiance. Donc, ça part dans ce sens-là. Donc, j'évoque tous les parallèles d'un projet de sportif de l'extrême, où on mène des équipes dans des milieux compliqués et complexes, où l'intelligence émotionnelle peut prendre le dessus, et les parallèles à l'entreprise, parce que c'est les mêmes projets quelque part, c'est les mêmes démarches. C'est tous. En fait, on peut avoir une approche technologique, on va dire, je vais l'imager sur la roue arrière, mais tous les projets sont menés par des hommes. Donc, la roue avant, c'est les hommes, quoi. C'est les mains. C'est ça. Tous les projets sont menés par les hommes. Donc là-dessus, on retrouve les mêmes schématiques, les mêmes stratégies de développement de projets. Ok, ça marche. Donc les conférences, elles sont assez animées. Il y a des images en plus qui alimentent tout ce que je dis. Et des fois, je Ouais. les fais en binôme parce que j'ai fait des records du monde avec une personne tétraplégique. Et quand on fait une conférence en binôme sur une personne qui se lève le matin, qui a le sourire alors qu'il bouge que la tête, ça fait du bien. Ouais, j'imagine. Ça doit être très touchant. Ça doit, ouais, donner envie de se bouger un peu, quoi. C'est ça, exactement. Et si vous aviez un conseil à donner à toutes les personnes qui n'osent pas entreprendre par peur de l'échec ou d'être jugées, peu importe.
Ben, moi, j'ai affaire à ça aujourd'hui aussi dans certains cas de figure. Aujourd'hui, on n'ose pas. Oui, Peur de l'autre, peur d'être jugé, comme vous dites, comme tu dis. Mais je pense aussi, c'est qu'on a peur de. Si on attend d'avoir 95% des réponses au partir dans une aventure, on partira jamais dans une aventure. Vous restez chez vous et vous allez vivre aigri parce que vous avez raté des choses. À un moment donné, quand on a 5% des réponses, il faut y aller, quoi. Moi, j'ai rien inventé, ça, je le vis ça depuis longtemps et tous les aventuriers comme Mike Horn et tout le disent très bien. À un moment donné, il faut pas, faut y aller, quoi. L'aventure, elle n'est pas dans le budget, elle est dans le début de point A au point B. Si on est sur le point A et qu'on met le premier pied pour aller au point B, l'aventure commence là. Elle oui, se construit au fur et à mesure et elle n'est pas écrite. On peut écrire une trame, mais justement, tout n'est pas écrit. Et c'est pour ça que c'est une aventure. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Sinon, ça aurait pas de piquant. c'est vrai. Oui. Et j'aime bien poser cette question à mes invités, si vous aviez une anecdote à nous raconter un petit peu sur votre carrière. Une anecdote, je pourrais dire, oui, l'anecdote, c'est que ma discipline, qui n'en est pas une de vélo de vitesse sur neige, l'anecdote, c'est qu'à chaque fois que je fais un record du monde, j'ai qu'une envie, c'est de m'acheter une piste de ski de vitesse et de faire un run tous les matins avant de me lever, quand je me lève, avant d'aller travailler, un run à 200, parce que c'est tellement enivrant de sérotonine, c'est-à-dire c'est la puissance 10 000 endorphines, du plaisir, que ça s'explique pas, ça se vit, quoi, en fait. Ouais, Donc, je suis un peu frustré parce que c'est une discipline qui n'en est pas une, c'est-à-dire que moi, je suis très particulier par rapport aux sportifs classiques, c'est-à-dire qu'un sportif classique de haut niveau, c'est pas péjoratif, hein, un sportif de haut niveau, on va dire, c'est un sportif qui s'entraîne tous les jours, qui est sur le terrain tous les jours par rapport à sa discipline. Moi, en 20 ans de carrière, j'ai 40 minutes d'entraînement. Tout le reste, ah c'est la waouh. préparation physique, mentale, matérielle. J'ai pas le droit d'aller sur un terrain faire du vélo sur neige. Donc, Oui, je suis obligé de m'entourer de bonnes compétences et d'être sûr d'être dans une somme de détails pour atteindre mon objectif. Et c'est tout ça qui est à la fois grisant et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un record du monde, je suis frustré parce que c'est juste le début de la joie et du bonheur. Il s'arrête. Dès qu'il commence, il s'arrête. oui. Ah ouais, ça doit être frustrant, c'est vrai. Voilà. Et quel est votre point de vue sur l'usage du mentorat et quelle est votre approche? Est-ce que vous avez déjà eu des mentors? Est-ce que vous avez déjà servi de mentor peut-être? J'ai servi de mentor, oui, à Ok, certaines personnes. J'ai servi de mentor parce que pour aider, avant tout, c'est partager, c'est aider, c'est accompagner, c'est passation de pouvoir, pourquoi pas, offrir de l'expérience que l'on a autour de, ben, ça peut être d'une interrogation sur un plan technique ou sur une relation humaine, parce que les relations humaines que j'ai vécues lors du Mercure du Monde, elles sont tellement dans un domaine particulier, dans un environnement spécial, voire dangereux, hostile, qu'on a une sensibilité exacerbée à l'autre et on est très émotionnel, c'est très émotionnel. Et donc, si on peut apporter, moi, quand j'accompagne mon ami tétraplégique, ça fait 30 ans qu'on se connaît, il fait des records du monde. Quand il m'a appelé en 2013, je veux faire des records du monde, Eric. Je lui dis, Juju, tu bouges la tête, comment tu vas faire des records du monde? Il y a un appareil qui existe, tu devrais voir. Ben, j'ai fait. Je suis allé voir, et puis en fait, je dis souvent cette phrase-là, mais c'est vrai, depuis ce temps-là, on s'apporte mutuellement, quoi. Donc au oui, début, il y a un mentorat ou un mentor, on peut apporter quelque chose à quelqu'un, mais derrière, il nous le renvoie très bien par sa motivation, son envie. Et après, ça instaure un climat de confiance, et là, c'est indéfinissable. ok. Ben, c'est génial. C'est un très beau mot de la fin, j'aime bien. Donc je vous remercie beaucoup Eric pour cet échange. Où est-il possible de vous retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, hein, Ok, sur Instagram, LinkedIn surtout, parce que c'est là-dessus que je communique assez professionnellement. Et puis après, j'ai un site internet qui s'appelle Eric Baron, attaché, B-A-R-O-N-E, donc ericbaron.fr. C'est ça, c'est simple. ok, génial. Nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et nous donner votre avis. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.